Alors Aurélia, vous la connaissez, c'est une policière qui s'est suicidée avec son arme de service et qui a laissé une vidéo qui accuse sa hiérarchie et ses collègues. C'est vous, les collègues, la hiérarchie, l'absence totale de soutien, voire même le plaisir à m'enfoncer encore plus. Tout ce que j'ai fait, c'est heurter à un mur du côté de la justice. Et c'est une affaire qui montre à quel point il est difficile d'obtenir une enquête de la part de l'autorité judiciaire sur le suicide des policiers. Et on sait comment ça finit. En tous les cas, non, mais c'est ses problèmes perso, blablabla. Ouais, bien sûr. Tous ceux qui ont menti ou qui n'ont même pas témoigné dans l'affaire, regardez-la bien, Aurélia. Regardez-la dans les yeux et baissez les vôtres. Et c'est pareil pour M. Darmanin, M. Sarkozy et M. Castaner. Regardez-la et baissez les vôtres, les yeux. Tout a été fait pour étouffer cette affaire car pour la première fois, nous avions une vidéo d'une policière qui accusait frontalement avant son suicide. Et puis, par quelques investigations que j'ai dû faire moi-même, je me suis rendu compte qu'elle avait également écrit une lettre d'adieu à une de ses amies et collègues. Déjà, moi, j'étais le premier touché. C'était mon propre coéquipier qui s'est suicidé en se mettant une balle dans la tête. Ensuite, j'ai fait de ça ma vocation, lutter contre les suicides. J'ai donc besoin de votre aide et c'est la première fois que je vous demande des dons pour l'association Touche pas à mon flic afin de solliciter monsieur le doyen des juges d'instruction pour réouvrir cette enquête. Et le but final de ma lutte, c'était déclencher une commission d'enquête parlementaire. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré autant de problèmes parce qu'il savait que si j'arrivais à déclencher une commission d'enquête parlementaire, il allait y avoir des têtes qui allaient tomber. Allez vous faire foutre. Salut à tous et bienvenue sur Touche pas à mon flic. Alors Aurélia, vous la connaissez, c'est une policière qui s'est suicidée avec son arme de service et qui a laissé une vidéo qui accuse sa hiérarchie et ses collègues. Il y a 2 ans, j'ai posté cette vidéo car c'était d'abord la volonté d'Aurélia, c'était aussi la volonté de sa demi-sœur à l'époque et c'était la volonté de sa mère, Pascal. Tout a été fait pour étouffer cette affaire car pour la première fois, nous avions une vidéo d'une policière qui accusait frontalement avant son suicide. Ça fait 2 ans que l'association Touche pas à mon flic se bat pour savoir la vérité, qui est aux côtés de Pascal et qui travaille avec un avocat, Maître Majster, pour essayer d'avoir la vérité. Car oui, sur 1200 suicides de policiers et de gendarmes, jamais la hiérarchie n'a été inquiétée. 100% des suicides dans la police ou dans la gendarmerie ne sont dus qu'à des problèmes personnels. Et pourtant, dans cette vidéo, elle vous le dit, Aurélia, elle vous le dit qu'ils diront que j'avais des problèmes personnels, mais que c'est bien la hiérarchie qui est la cause de mon suicide. Alors je vous annonce aujourd'hui que la justice a classé sans suite cette affaire. Circuler, il n'y a rien à voir. Quand nous avons choisi avec Pascal de médiatiser cette affaire, nous ne pensions pas que nous allions prendre autant de coups. La mère a été carrément accusée et heureusement relaxée. Un avocat, ami de Gérald Darmanin, a convaincu la sœur d'Aurélia, pourtant qui ne parlait plus à Aurélia depuis des années, de déposer plainte contre moi et contre Cédric Vladimir. Une plainte qui fera pchit. Donc cette affaire est classée. Eh bien non. On ne veut pas s'y résoudre et l'association Touche pas à mon flic veut continuer. J'ai donc besoin de votre aide et c'est la première fois que je vous demande des dons pour l'association Touche pas à mon flic afin de solliciter monsieur le doyen des juges d'instruction pour réouvrir cette enquête. Et nous allons entretenir avec aujourd'hui Maître Majster, avec la maman d'Aurélia et avec Cédric Vladimir. Beaucoup de familles aussi nous sollicitent, des familles de policiers, des frères, des sœurs, des pères, des mères qui ont perdu leur enfant et qui voudraient savoir la vérité. Nous réclamons également une commission parlementaire sur les suicides dans la police. Ce combat doit dépasser tous les clivages. Et donc, seul pour l'instant le groupe La France Insoumise est d'accord pour cette commission parlementaire. Donc aujourd'hui, je vois quelques députés pour essayer de les convaincre, de tous partis confondus, pour qu'enfin nous puissions avoir une commission parlementaire sur les suicides dans la police. Je vous propose maintenant l'entretien avec Maître Majster, qui vous expliquera toutes les embûches, tous les coups bas, pour essayer d'étouffer cette affaire. Alors bonjour Maître Majster, c'est donc vous qui vous occupez depuis maintenant quelques mois de l'affaire d'Aurélia, c'est vous qui avez Pascal, vous êtes en liaison avec Pascal, avec moi, enfin avec pas mal de monde, mais c'est vraiment vous qui avez tout fait. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez tout le travail que vous avez fait, ce que vous avez récupéré, surtout les belles surprises de la justice qui vous a, je sais, contacté par exemple avec pas mal de retard ou des choses comme ça. Donc si vous pouvez nous en dire un peu plus sur tout ce que vous avez fait
et tout ce que vous allez faire ensuite. Écoutez, c'est extrêmement simple. Tout ce que j'ai fait, c'est heurter à un mur du côté de la justice. Et c'est une affaire qui montre à quel point il est difficile d'obtenir une enquête de la part de l'autorité judiciaire sur le suicide des policiers. C'est vraiment un sujet sur lequel tout le monde veut mettre le couvercle et personne ne veut aller voir ce qui se passe dans les commissariats. Ils ont tous leurs raisons de respecter le secret de la vie dans les commissariats. Mais en tout cas, là, c'est une jeune fille de 20 ans, donc Aurélia, qui en a fait les frais. C'est une fille qui vient du sud de la France, qui avait l'habitude d'une vie simple et plutôt sympathique, qui se retrouve certainement dans les difficultés de la vie quotidienne d'un commissariat à Sartrouville. Et elle habite Saint-Germain-en-Laye, elle. Et les choses commencent à mal se passer en région parisienne pour cette toute jeune fille, puisque début 2020, elle fait un accident. Il y a un accident lors d'une intervention, une intervention qui se révèle très violente. Et il y a un accident de camionnette, mais enfin qui n'est pas documenté dans le dossier, donc on n'a pas les détails. Évidemment, ils n'ont pas versé la procédure de cet accident. Et cet accident vient sur fond de démêlés, de difficultés avec sa hiérarchie et peut-être quelques-uns de ses collègues. Et elle fait une première tentative de suicide à ce moment-là, qui amène un suivi par le psychologue de la police. Et puis 6 mois après, en septembre 2020, elle se suicide pour de bon, avec son arme de service, alors qu'elle est en congé maladie. Elle n'a pas surmonté les séquelles liées à ce premier accident, elle n'a pas surmonté sa première tentative de suicide, et elle met en cause, lors de son suicide, un certain nombre de difficultés dans son commissariat, de deux façons. D'abord en laissant une vidéo sur son téléphone, c'est une vidéo, je crois, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, et dans cette vidéo, elle dit ceci: « Ce qui m'a fait sombrer, c'est vous, les collègues, la hiérarchie, l'absence totale de soutien, voire même le plaisir à m'enfoncer encore plus. » Donc elle met en cause la hiérarchie et les collègues et le plaisir qui aurait été pris à l'enfoncer. Bon, je ne sais pas quelle est la nature de ce plaisir, je ne sais pas quelle est la nature des actions de ses collègues et de sa hiérarchie, mais c'est ce que j'aurais voulu savoir. Et puis, par quelques investigations que j'ai dû faire moi-même, je me suis rendu compte qu'elle avait également écrit une lettre d'adieu à une de ses amies et collègues, qui est aussi une collègue, qui s'appelle Céline. Et c'est dans cette lettre qui est datée donc du même jour que son suicide, tout comme la vidéo, et que son ami reçoit le lendemain, le 7 septembre 2020, elle dit « S'il te plaît », alors elle lui dit à quel point elle l'aime et à quel point elle l'apprécie, elle comme amie et comme collègue, puisqu'elles avaient travaillé toutes les deux dans le même commissariat. Donc elle était en quelque sorte sa confidente avant que cette amie ne quitte le commissariat de Sartrouville. « S'il te plaît, ne laisse pas la hiérarchie s'en sortir. Tu sais à quel point ils ont joué un rôle dans l'enfer où je suis tombé. » Donc là encore, c'est comme dans la vidéo, ils m'ont enfoncé, là c'est un enfer où je suis tombé et ils ont joué un rôle. Là, c'est pas le plaisir qu'ils ont pris à l'enfoncer, c'est le rôle que la hiérarchie a joué. Ils ne méritent pas de s'en sortir les mains propres. C'est-à-dire, normalement, sur la base de cette vidéo et de cette lettre, il me semble que la moindre des choses, c'est d'ouvrir une enquête préliminaire et d'aller vérifier ce qui s'est passé. C'est le rôle de la police, c'est le rôle de la justice. On a là un jeune gardien de la paix, une jeune femme de surcroît, de 20 ans, qui est fauchée dans la fleur vraiment de l'âge, en exerçant des missions très difficiles dans un quartier très difficile. La moindre des choses, c'est d'aller vérifier ce qui se passe. Or, absolument rien ne se produit, et je vais vous raconter l'espèce de dédale procédurale qui s'en est suivi. Mais d'abord, quel est le problème dans cette affaire? De deux ordres. D'abord, cette jeune femme avait conservé son arme de service à son domicile, alors que, elle avait fait une tentative de suicide, et que lorsqu'un agent de la sécurité publique présente un risque pour lui-même ou pour autrui, il est du devoir de sa hiérarchie de lui retirer son arme de service, premièrement, et que deuxièmement, elle était en congé maladie au moment de son suicide, et que lorsqu'un agent est en congé maladie, il doit avoir restitué son arme. Donc il y a là, à mon avis, une violation de règles de prudence qui a permis qu'il y ait une relation causale avec la mort d'Aurélia,
puisque sa hiérarchie était informée qu'elle avait fait une précédente tentative de suicide, qu'elle était suivie et qu'elle était dans un certain état de fragilité. Peut-être même la hiérarchie était-elle au courant de ses démêlés avec ses collègues, etc. On ne le sait pas pour le moment. Donc, à mon sens, la moindre des choses dans une affaire qui présente ce profil, c'est d'enquêter sur ce qu'on appelle une possibilité d'homicide involontaire, hein, c'est-à-dire par violation d'une règle de prudence ou de sécurité. En l'espèce, il me semble que cette violation, il y a des chances qu'elle soit caractérisée. Ouais, c'est ce que je voulais vous dire. Deuxième, C'est vraiment caractérisé. Vous avez une vidéo où elle vous dit oui, j'ai des problèmes personnels comme chacun, mais j'accuse, je vous dis que voici ceux qui me poussent à me suicider. Elle le dit dans une lettre, dans une vidéo. Et c'est ça qui est fou. C'est comment on une enquête. Ce que vous évoquez, Bruno, c'est le second point, c'est est-ce qu'il y a eu des faits de harcèlement. Mais déjà, sur le simple fait qu'elle se suicide chez elle avec son arme de service, alors qu'elle a déjà fait une tentative de suicide et qu'elle est en congé maladie, déjà en soi, ça devrait justifier l'ouverture d'une information judiciaire ou d'une enquête pour homicide involontaire. Ensuite, il y a certainement et possiblement des faits de harcèlement. Bon, il se peut qu'il n'y en ait pas. Peut-être qu'une personne qui va se suicider est-elle tentée de mettre en cause son entourage. Ça existe. Néanmoins, il y a quand même des éléments, comme vous venez de le dire, qui sont un peu récurrents dans son propos et qui mériteraient une enquête. Cette enquête, il n'a pas été possible de l'obtenir aujourd'hui et on voit bien qu'il manque des éléments dans le dossier. C'est évident. Cette lettre à sa collègue, c'est moi qui ai été la chercher. On n'a rien sur l'arme de service, pourquoi elle était en sa possession à ce moment-là. On ne sait rien de ses démêlés avec ses collègues. Et surtout, j'ai écrit à l'IGPN qui a fait une enquête d'environnement sur cette affaire, qui ne me l'a pas transmise, qui l'a transmise, et le parquet ou ne l'a pas demandé ou ne me l'a pas transmise. Autrement dit, il y a par ailleurs des éléments d'enquête qui ont été faits par l'IGPN qui manquent au dossier. Et tout ça génère une indifférence totale et, je dois dire, quand même une situation kafkaïenne de la justice. Je vais vous résumer comment et vous me direz, une fois que j'aurai fait ce résumé, comment on peut travailler correctement dans ce pays quand on est avocat. En septembre 2023, donc en fait 3 ans après les faits, parce qu'il y a eu une série de démêlés, il faut dire que, je peux le signaler ici, la sœur de la victime avait mis en cause une partie de sa famille et que ça a généré une enquête dans le Sud qui s'est conclue par l'absence de suite. Et donc, on a attendu l'issue de cette enquête. Alors, en septembre 2023, je prends possession de la procédure. Il y a eu, en septembre 2020, après son suicide, une enquête pour recherche des causes de la mort. C'est classique. Avec une autopsie. C'est classique. Normalement, une procédure pour enquête, une recherche de causes de la mort, ça dure 8 jours. Là, elle a duré 4 mois, jusqu'en décembre 2020. Normalement, ça se clôture par un acte de procédure qui est un classement sans suite. Ce classement sans suite, je ne le trouve pas au dossier. Je considère tout de même qu'il est induit par l'attitude du parquet, qui ne poursuit pas, qui ne donne qui ne fait rien suite à cette enquête, article 74, recherche des causes de la mort. Donc, comme j'en ai le droit, je saisis le doyen des juges d'instruction. Ça met un certain temps. Monsieur, avez-vous le classement sans suite? Pas du tout, je ne l'ai pas. J'écris au parquet qui va vous le communiquer. Rien ne se passe, le parquet ne fait rien. Bon. Refus d'informer parce que je n'ai pas ce classement sans suite, qui pourtant est manifeste et induit par la position du parquet. On a déjà perdu 6 ou 7 mois, on est en mars 2024. En mars 2024, je dépose une plainte auprès du parquet de Versailles. J'ai dû attendre 1 an pour avoir le classement sans suite, de mars 2024 à mars 2025. En mars 2025, il faut dire qu'en mars 2025, nous avions, Pascal et moi, nous relayions pratiquement chaque jour pour appeler le parquet de Versailles. Alors, vous savez comment ça se passe quand vous appelez un parquet, il faut rester 40 minutes au téléphone pour que quelqu'un vous réponde, puis 40 minutes pour que le greffe vous réponde. Alors ça faisait 2 ou 3 ou 5 semaines, je ne sais plus, qu'ils cherchaient ce qu'était devenu cette procédure et on avait toutes les réponses les plus contradictoires l'une avec les autres. Bon. Et puis finalement, on finit par apprendre que le dossier a été classé sans suite. Mais attention, il n'a pas été classé sans suite en mars 2024, il avait été classé sans suite en septembre 2024, c'est-à-dire 3 mois après ma plainte. Avais-je été averti de ce classement sans suite? Pas du tout. Je n'ai été averti qu'en mars 2021, 1 an après ma plainte. Je dois recommencer une plainte devant le doyen des juges d'instruction pour espérer que d'ici le mois de juin, peut-être, ils me répondent
soit il me dira, il m'informe, soit il voudra bien, soit il ne voudra pas informer sur ce dossier. Autrement dit, on a perdu quasiment 18 mois depuis ma plainte initiale, alors qu'un simple coup de fil du doyen des juges d'instruction vers le parquet, avez-vous l'intention de faire une enquête préliminaire? Oui, non, envoyez-moi la sans suite. Enfin, tout ça aurait pu se régler par de simples coups de fil entre magistrats? Pas du tout. M'a-t-on informé? Pas du tout. A-t-on écrit à la mère de cette policière? Je dis même pas la recevoir, simplement lui écrire pour lui dire, Madame, voilà ce que nous pensons du dossier, voilà ce que nous pouvons vous dire, voilà ce qu'on pense de ce qui est arrivé à votre fille et pourquoi on ne poursuit pas. Pas du tout. C'est un mépris total des plaignants et des citoyens. On vit dans un monde où les murailles entourent les palais de justice et où des informations pénètrent dans ce palais de justice, mais n'en sortent pas. Il n'y a ni correction, ni lettre, ni coup de fil, ni dialogue. Et cette femme attend quelque chose qui s'appelle la justice, c'est-à-dire de savoir ce qui s'est passé, quelles sont les forces qui ont poussé sa fille au suicide. Est-ce que ce sont des forces personnelles et internes, ou bien est-ce qu'il y a des forces externes et mauvaises? Elle cherche à le savoir, ça s'appelle simplement la justice. Eh bien, pour l'instant, on ne lui a rien répondu, elle ne sait pas, elle attend, elle se morfond, et bon, Pascal est une femme du peuple, elle vit dans le sud, elle n'a ni réseau, elle n'a pas d'amis, à part vous, Bruno, elle n'a pas de moyens, donc elle est à l'aide juridictionnelle, ce qui fait que sans le dévouement de quelques-uns de ses amis, il ne se passerait rien du tout. Personne ne va la défendre, personne ne va s'occuper d'elle, et la justice ne va pas s'occuper du suicide de sa pauvre petite fille policière. Ce que vous Voilà dites, dans quelle situation on est. Voilà dans quelle situation on est en 2025 en France. ce que vous me dites, maître, c'est exactement ce que nous, quand on est à l'intérieur de la police, c'est ce qui se passe. Ce sont des murs, c'est l'omerta, on ne doit pas parler. Sur 1200 suicides depuis 25 ans dans la police, 100% ne sont que des causes personnelles, jamais de problème de management, jamais de problème de harcèlement. Et donc, il faut absolument agir. Et c'est vrai que j'en ai fait une affaire personnelle. Parce que, il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes dans ce que vous évoquez. Il y a le problème de suicide dans la police. 1200 suicides dans n'importe quelle entreprise. Ça se passerait dans n'importe quelle entreprise en France. Les patrons auraient déjà été placés en garde à vue, tous les disques durs saisis, on essaierait de comprendre quel est le problème de management toxique qui est à l'œuvre. Dans la police, rien, c'est-à-dire rien en interne, rien à l'IGPN, rien au ministère des Affaires sociales, rien à l'IGAS, à l'Inspection générale des affaires sociales, rien au Parlement, pas une mission d'enquête parlementaire. Je veux dire, on fait des enquêtes parlementaires sur le milieu du spectacle pour des violences sexuelles, c'est très légitime, mais on ne fait rien pour des suicides, c'est-à-dire des morts d'hommes et de femmes, 1000 et quelques morts, vous avez raison de le souligner. On ne fait rien, on ne lève pas le petit doigt. Pourquoi? Parce qu'on a peur de déstabiliser une institution qui va mal. Et on a peur que simplement de la mettre en face de ses difficultés fasse qu'elle aille encore plus mal, qu'elle ne supporte même plus cette institution policière d'être mise en face de ses difficultés. Mais il y a des hommes et des femmes qui vont continuer de mourir. Mais j'en fais vraiment une affaire personnelle parce que même quand vous voulez, quand on parlait de suicide dans la police, vous avez Cédric Vladimir qui a été révoqué de la police nationale, j'ai été révoqué de la police nationale avec un procès en cours à l'avenir. Une plainte de la demi-sœur d'Aurélia, complètement artificielle, puisqu'on me reproche d'avoir publié la vidéo alors qu'Aurélia le veut et que la maman Pascal le veut. Donc voilà, on met des bâtons dans les roues aux lanceurs d'alerte, à ceux qui veulent faire changer les choses. Et j'en fais vraiment une affaire personnelle, parce que quand je vois cette vidéo d'Aurélia, on comprend tout de suite. Elle fait cette vidéo parce qu'elle n'en peut plus et ça aurait dû être un électrochoc. Et quand j'ai publié cette vidéo, c'était pour faire un électrochoc en disant maintenant arrêtez. Voilà, il y a un management qui n'est plus possible. Ça se passe très mal dans la police. Eh ben non, on met la poussière sous le tapis et on passe à autre chose. Du coup maintenant, maître, quelle est la suite à donner? Donc classement sans suite. Maintenant, la suite à donner, elle est simple. Je suis retourné pour la deuxième fois, donc 18 mois après, vers le doyen des juges d'instruction de Versailles, Madame Joëlle Naron, qui est une dame de très grande qualité, mais d'ailleurs tout comme le procureur de la République de Versailles, ce sont des gens de grande qualité. Et puis j'attends de voir. Mais de toute façon, Bruno, nous serons en juin 2025 bientôt. Les faits ont
auront 5 ans, dans peu de temps. J'imagine que la structure du commissariat où travaillait Aurélia a beaucoup changé. Les personnels se sont dispersés. Et donc, voilà, qu'est-ce que je peux attendre de cette enquête qui aurait dû être menée d'autorité par le monde judiciaire et qui aurait dû nous amener des réponses d'ores et déjà sur ce qui s'est passé. Pourquoi je suis obligé de me battre 5 ans après pour qu'on me donne des réponses tout à fait élémentaires et qui sont appelées par les documents que je vous ai cités? C'est insensé. Alors les personnels sont partis, la hiérarchie n'est plus la même, qui va se souvenir? Et puis on va embêter des gens qui sont. Donc vous voyez bien que c'est l'ensemble de cette affaire qui est impropre, incorrect dans son traitement, et qui mériterait véritablement des excuses déjà, et un début de travail sérieux pour qu'on sache si, parce qu'on n'accuse personne, hein, mais enfin pour qu'on sache si qu'est-ce qui s'est passé. C'est même pas comme si j'accusais tel ou tel. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas qui était sa hiérarchie, qui étaient ses collègues. Il n'y a rien. Le dossier est minuscule. En fait, ils n'ont pas voulu aller voir. C'est ce qui est fou, c'est qu'ils ont été beaucoup plus rapides pour moi m'entendre, pourquoi j'avais posté cette vidéo, pour entendre Pascal, pour lui dire est-ce que vous avez vraiment donné l'autorisation de poster cette vidéo. L'avocat de Nicolas Sarkozy vient et devient l'avocat de la demi-sœur d'Aurélia. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il. Voilà. Ça, pardonnez-moi, Bruno, je ne suis pas au courant de ce que vous évoquez. C'est sûrement très intéressant. Je ne suis pas au courant. Mais par contre, ce que je suis au courant, c'est que c'est le commissariat de Saint-Germain-en-Laye qui enquête sur ce qui s'est passé avec une collègue de Sartrouville. C'est pas normal. Immédiatement, ils auraient dû demander à des policiers indépendants de faire un état des lieux. On ne peut pas demander aux gens de Saint-Germain-en-Laye d'enquêter sur le collègue de Sartrouville. Enfin, d'emblée, ça ne va pas. Donc, en tout cas, merci maître, on compte vraiment sur vous. Donc, la suite, vous saisissez le doyen des juges d'instruction pour instruire et voir ce que ça va donner. Dans l'espoir qu'ils veulent bien instruire, je suis soumis à ce qui voudra bien décider de cette affaire. 5 ans après les faits. Voilà. Écoutez, en tout cas, on fait ça pour Aurélien, on fait ça pour tous les policiers qu'on pourra sauver éventuellement. On fait ça aussi pour Pascal, sa mère, qui est dans une situation de détresse. Et nous, on ne lâchera pas. Voilà, on lâchera pas. Et moi, c'est vrai que ça fait maintenant quelques années qu'on essaie de se bouger. Alors, c'est des murs, c'est le pot de terre contre le pot de fer, mais on ne lâchera pas. Merci 1000 fois, maître, pour tout ce que vous faites. Pour Pascal aussi, je sais que nous appelle beaucoup et que Pascal est en détresse. Et voilà, et nous, on fait de notre mieux. Et j'espère que ça va aboutir. Merci encore 1000 fois, maître. Au revoir, Bruno. Donc, encore une fois, merci à maître Magister. Donc, nous sollicitons vraiment votre aide sur touchepamonflic.com pour essayer de relancer cette affaire. Maintenant, je vous propose l'entretien que j'ai eu avec Pascal, la maman d'Aurélia. Donc voilà, comme convenu, je suis en direct avec Pascal. Alors Pascal, c'est la maman d'Aurélia. Bonjour Pascal. Bonjour Bruno. Donc déjà, la première question que je voulais poser, c'est comment vas-tu? Je sais que voilà, tu es la maman d'Aurélia, donc c'est pas tous les jours facile, on le sait. Mais comment vas-tu? Eh bien, comme une maman en souffrance, quoi. Perdre sa fille, c'est pas dans la logique des choses, surtout aussi brutalement. Voilà, donc tu es passé par des choses assez difficiles. Le suicide de ta fille, c'est quelque chose qui est forcément insoutenable. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, quand tu es accusé, toi, et Dieu merci que tu as été relaxé, on t'a accusé, toi, d'être la fautive. Alors que dans cette vidéo, justement, Aurélia dit bien que, bien sûr qu'elle a des problèmes personnels, mais que c'est sa hiérarchie, que ça vient de son travail, et pourtant l'enquête a été classée. Oui, voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est que la vérité sur le suicide de ma fille, suite au classement de ma plainte, mon avocat a reçu 1 an après, c'est-à-dire il y a quelques mois, a été classée sans suite, faute de, je ne sais plus trop les termes. En fait, on a perdu 1 an de procédure pour rien. Alors, les vidéos qui sont diffusées constamment sur Internet ou n'importe où, dans les journaux, c'est suite à ma demande, n'en déplaise à quiconque, peu importe. Moi, c'est mon souhait. Je suis quand même sa mère et je suis la première concernée.
D'ailleurs, j'ai été accusée. C'était tellement facile. Mais heureusement, Aurélia était très intelligente et elle a laissé une vidéo avant de faire ce geste fatal, se tirer une balle dans la tête, où elle disait « Ils diront que c'est mes problèmes personnels et bla 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 ». Mais en fait, ce qui l'a fait sombrer, c'est vous, ses collègues, sa hiérarchie. Et c'est pour ça que je continue à diffuser ces vidéos et que j'autorise tout le monde à les diffuser aussi. Voilà, je sais, Pascal, hein, que tu voulais vraiment faire cet entretien, parce que là, aujourd'hui, on va relancer l'affaire, puisque l'avocat sollicite le juge, le doyen des juges d'instruction pour qu'il y ait une enquête. Et donc, oui, de diffuser, parce que tu sais que j'ai été très attaqué et même poursuivi, l'affaire frappe chic, mais poursuivi pour avoir diffusé cette vidéo, car si on ne diffuse pas cette vidéo, d'abord, c'était ce que voulait Aurélia. Si elle fait une vidéo, c'est pour qu'on la diffuse et pour qu'on sache ce qui lui est arrivé. Et malgré ça, le parquet classe. Et donc voilà, que toi, ton intention, c'est que cette vidéo soit sortie, c'est parce que si elle ne sort pas, ben, Aurélia est invisibilité comme les 1200 autres policiers qui se sont suicidés. Ça n'existe pas. Et c'est vrai que cette vidéo, elle est très forte, elle est très difficile à regarder, mais c'est peut-être aussi pour que les coupables, ceux qui ont une part de responsabilité, ou pas d'ailleurs, l'enquête le déterminera, voilà, regardent cette vidéo et se disent qu'est-ce que j'ai raté, et surtout que ça ne se reproduise plus. Aujourd'hui, sur 1200 policiers et gendarmes qui se sont suicidés, ça n'a jamais été la faute de l'administration, ça n'a jamais été la faute d'un harcèlement, ça n'a jamais été la faute de l'administration, des horaires de fou, du travail de fou, du manque de soutien. Voilà, ça c'est jamais de leur faute. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut changer. Et je pense que nous on fera tout. En tout cas, nous on est là depuis le début avec toi, que ce soit Cédric ou Maître Magester, on est là et on fait de notre mieux. Et voilà, et l'association Touche pas à mon flic va prendre tous les frais de procédure à sa charge pour qu'on ait la vérité et peut-être qu'on réduise un maximum les suicides dans la police. Oui. Moi aussi, je fais ça pour ça. Bon, pour elle, c'est trop tard, malheureusement. Mais il y a eu quand même 1200 policiers décédés en 2020. Alors, c'est sur toute suite à des suicides. Voilà, en 25 ans, c'est en 25 ans. Mais c'est voilà. Un policier qui suicide, il y a forcément des parts de responsabilité. Ça ne vient pas que des problèmes personnels. Et voilà. Et de surcroît, il y a une seconde procédure. Maître Machter me l'a bien expliqué. Pourquoi Aurélia avait son arme de service alors qu'elle avait déjà fait une première tentative de suicide, alors qu'elle était en arrêt maladie. Donc voilà. Il y a une erreur aussi hiérarchique. Donc c'est vrai que quand vous êtes un petit gardien de la paix, vous faites une erreur, vous êtes tout de suite sanctionné. Mais dès qu'on monte un peu dans la hiérarchie, les seules sanctions, finalement, c'est une mutation promotionnelle. Donc voilà, donc on va se battre, Pascal. Je sais qu'on s'est souvent au téléphone. Je sais que des fois, tu vas pas très bien, mais voilà, mais on va se battre pour toi. L'association Touche pas mon flic va se battre pour toi. Et on la lâchera pas cette affaire. Tu vois, ils ont même ils ont déposé plainte contre Cédric Vladimir. Ils ont déposé plainte contre moi parce qu'on avait posté cette vidéo, soi-disant, sans l'accord de la famille, alors que… Je sais, alors que j'ai donné mon accord. Voilà, enfin bon, bref. Et je suis la principale concernée dans l'affaire. Tout à fait, tout à fait. Voilà, on m'a accusé à moi, évidemment, c'était tellement plus simple. On va aller chercher la maman qui est alcoolique, dépressive, et patati et patata. On va tout lui mettre sur le dos, et voilà. Alors moi, je tiens à dire à tous ces collègues, tous ceux qui ont menti ou qui n'ont même pas témoigné dans l'affaire, regardez-la bien, Aurélia. Regardez-la dans les yeux et baissez les vôtres. Et c'est pareil pour M. Darmanin, M. Sarkozy et M. Castaner. Regardez-la et baissez les vôtres, les yeux. Elle était tellement fière d'être policière. C'était sa vocation. Et vous l'avez détruite. Vous l'avez écrasée un peu plus tous les jours jusqu'à ce geste fatal, le 6 septembre 2020. Toutes les nuits depuis 5 ans, je me réveille à 1h30 du matin. Vous savez pourquoi? C'est l'heure où la gendarmerie est venue sonner à ma porte pour m'annoncer cette horreur.
Je vais vivre avec ça jusqu'à la fin de mes jours. Malgré mon suivi psychologique et psychiatrique, j'ai fait moi aussi 2 tentatives de suicide. Suite à ça, j'ai été accusé. J'ai fait 8 heures de garde à vue. Et je suis passé au tribunal. Évidemment, j'ai été relaxé. Mais enfin, j'aurais pu finir quand même en prison avec ce ramassis de mensonges. On m'a quand même accusé d'avoir poussé ma fille au suicide. Alors que dans sa vidéo, elle dit totalement le contraire. C'est pas rien. Elle a laissé aussi une lettre à son ami et collègue. Ça aussi, disparu. Pourtant, moi je l'ai, l'avocat, il l'a. Pourquoi elle n'apparaît pas dans les dossiers? Elle a subi un harcèlement moral de sa hiérarchie, mois après mois, jour après jour. Excusez-moi, c'est un peu difficile. Mais... Pascal, c'est toi qui as voulu faire cette entrevue. Oui. Parce qu'il faut que tout le monde sache, quoi. Voilà, moi, au jour d'aujourd'hui, on me regarde toujours comme la coupable. Ben écoute, sache que voilà, on est toujours avec toi. Je sais que quand tu passes par des moments difficiles, c'est nous que tu appelles et pas ceux qui n'ont rien fait pour avoir la vérité. Donc voilà, c'est un combat, c'est le combat de ta vie maintenant, et sache que nous, on sera avec toi, voilà, quoi qu'il arrive. On sera là, voilà, comme je m'y suis engagé depuis le début, malgré les coups que tu as pris, malgré les coups que j'ai pris, on a été entendu. Tu as même été entendu, toi, par la gendarmerie, pour savoir si tu étais d'accord pour poster cette vidéo. Voilà, et malgré ça, voilà, l'affaire a été clôturée et ils ne nous l'ont même pas dit. Donc, ça, on a perdu 1 an, comme tu dis. Mais bon, on lâchera rien, Pascal, t'inquiète pas. Ok, ma puce, écoute, je ne sais pas si tu as encore d'autres choses à dire. Voilà, on a fait cette vidéo, encore une fois, pour alerter. Nous, on va demander une audience à M. Retailleau, puisqu'on ne peut pas la demander à M. Darmanin, forcément. Et donc voilà, le but, encore une fois, ça aussi, c'est quand même une aberration. Ils le remettent ministre de la Justice. Non, mais bon, en tout cas, voilà, le but. Je ne sais pas dans quel monde on vit, franchement. Le but, encore une fois, c'est de faire la lumière sur cette affaire, et surtout qu'un ministre au moins s'occupe des suicides dans la police ou dans la gendarmerie, et qu'on arrête cette hécatombe, et que tous les lanceurs d'alerte arrêtent d'être poursuivis ou essayer de trouver des boucs émissaires comme ils ont essayé de le faire dans ton affaire, Pascal. En tout cas, merci beaucoup. Sache qu'on est toujours là. L'association Ne touche pas à mon flic lâchera pas l'affaire. Et je te dis à très vite. Et voilà, on sera toujours là pour toi, Pascal. D'accord. Et si tu me permets, je vais rajouter quelque chose. Toutes ces nuits où j'ai pas dormi, toutes ces semaines que j'ai passées dans ma chambre, cloîtrée, à m'alcooliser en grande quantité, je me lavais plus, je m'habillais plus, j'ai touché le fond. J'ai même pas pu choisir le caveau de ma fille. C'est sa sœur, une fois encore. Et un de mes frères qui s'en sont chargés. J'ai pas eu mon mot à dire. C'est quand même moi, sa mère, et on m'a privé de tout. Alors Margot, si tu vois cette vidéo un jour, sache que je ne t'en veux pas. Tu restes toujours ma fille. Mais tout ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, Margot. Écoute la vidéo de ta sœur. C'est ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait, elle. C'est pour ça que je me permets de faire diffuser tout ça. Donc pour ceux qui nous écoutent, Margot, c'est la demi-sœur d'Aurélia. C'est elle qui a déposé plainte contre toi pour t'accuser. Et c'est elle aussi qui a déposé plainte contre moi et contre Cédric Vladimir pour avoir diffusé la vidéo alors qu'elle avait donné elle-même son autorisation préalablement. Tout ça, la justice va éclaircir tout ça et on n'a aucun doute qu'on ne sera pas poursuivi. Mais voilà, juste pour dire que dès qu'il y a un suicide dans la police, en général, on fait tout. Et oui, tu vois, par exemple, là, l'avocat de ta fille, la demi-sœur d'Aurélia, c'est un ami de Gérald Darmanin.
Donc, je pense qu'il a dû lui faire gratuit. Donc voilà. Donc, juste pour te dire. Oui, je comprends mieux maintenant. Ouais. Voilà, on est dans un. Voilà, c'est comme ça, c'est le pot de terre contre le pot de fer, mais on a les réseaux sociaux, donc maintenant on peut parler et on lâchera pas. De toute façon, on lâchera pas l'affaire. Le doyen des juges d'instruction, de toute façon, va au moins instruire obligatoirement sur pourquoi Aurélia avait son arme de service. Donc il y a forcément. Oui, ça aussi, c'était pas normal. Elle avait fait une tentative de suicide quelques mois avant. Pourquoi ils ne lui ont pas retiré son arme de service? Mais ils sont fautifs de toute façon. Ils sont fautifs de toute façon, puisque le règlement de la police intérieure est clair. Quand on est en arrêt maladie, on ne doit pas avoir son arme avec soi. De surcroît, quand on a déjà fait une tentative de suicide. Donc voilà, j'ai aucun doute que le doyen des juges d'instruction va instruire. Et ensuite, au niveau de tout ce qui est management, tout ce qui est harcèlement, ça ensuite l'enquête le déterminera. Voilà, moi on va faire confiance à la justice, même si c'est compliqué, ça fait 5 ans que ça dure et 5 ans qu'on se bat. Mais on lâchera pas, comme je te l'ai dit, on lâchera pas, Pascal. Pascal, je t'embrasse. Maintenant, j'ai repris du poil de la bête, comme on dit, suite à mes soins. Et voilà, même si ça dure, s'ils veulent faire durer des années, on fera durer des années. Mais j'obtiendrai gain de cause pour elle. Regardez-la, elle avait 28 ans. C'est pas un âge pour mourir, ça. Tu as raison, Pascal. De toute façon, maintenant, il faut que ça soit je sais que ce qui te fait tenir, c'est ça, c'est te battre pour elle. Donc, nous, on va se battre avec toi. T'inquiète pas, ma puce. Écoute, on est toujours là. On est toujours là pour toi, d'accord? D'accord. Allez, je t'embrasse et puis très vite. Et dès qu'on a des nouvelles donc, du juge d'instruction, écoutez, on vous mettra toujours. Voilà, on informera toujours par les réseaux sociaux, toi par la presse. Je sais que tu as été entendu par des journalistes aussi pour dire que voilà, l'enquête n'avançait pas. Donc voilà, c'est un sujet très difficile, les suicides dans la police. Il n'y a aucun ministre de l'Intérieur qui a pris ça à bras le corps. Ils ont fait des 0,8, tout ça, mais ils ne veulent surtout pas changer le système de statistiques parce que si demain, on dit aux policiers de travailler pour l'intérêt général et non pas pour des statistiques, forcément, les statistiques ne seront pas bonnes, mais elles ne voudront pas dire que les policiers ne font pas leur travail. Donc voilà, il y a un vrai problème de management et on va tout faire pour que, peut-être même qu'une loi Aurélia existe un jour pour éviter tous ces drames. Je t'embrasse très fort, Pascal. Oui. À très vite. Merci, moi aussi, Bruno. Donc voilà, c'était le témoignage émouvant de Pascal, la maman d'Aurélia. Et je vous propose maintenant le dernier entretien, celui que j'ai avec Cédric Vladimir. Cédric Vladimir qui a œuvré aussi pour se battre contre les suicides dans la police et qui s'est aussi retrouvé face à un mur. Donc comme prévu, je suis avec Cédric Vladimir. Alors Cédric Vladimir, c'est un ancien policier aussi syndicaliste révoqué, comme quoi quand on défend les policiers et qu'on est de droite, on est plus facilement révoqué. Et surtout, c'était le président de l'association Hors Service, qui était justement l'axe principal d'Hors Service, c'était d'essayer d'enrayer cette machine qui fait que on a un nombre de suicides dans la police qui est juste incroyable. Donc salut Cédric. Salut Bruno, merci de m'avoir invité. Écoute, on est tous les deux à peu près dans le même. Alors je sais que tu as fait beaucoup plus. Hein. Moi, je suis arrivé après, mais je sais que tu as fait beaucoup pour les familles. Tu as subi aussi les conséquences d'ouvrir ta gueule. Et donc voilà, donc tu vas nous en dire un peu plus parce que toi, tu t'occupes vraiment de familles depuis longtemps qui ont perdu un frère, une sœur, un fils, une fille dans la police. Donc voilà, tu peux nous en dire un peu plus et ensuite on verra ce qu'on va pouvoir faire, les solutions qu'on va pouvoir apporter. Ouais, très rapidement, pour ce qui était de hors service à l'époque où je militais, déjà, moi, j'étais le premier touché. C'était mon propre coéquipier qui s'est suicidé en se mettant une balle dans la tête. Ensuite, j'ai fait de ça ma vocation, lutter contre les suicides. Donc, c'est ce qui m'a amené à fréquenter beaucoup de familles de suicidés, beaucoup d'amis de suicidés, et de faire en sorte d'essayer de les aider à avoir justice. Malheureusement, on n'a jamais réussi. Et comme là, on se heurte à un mur avec le cas d'Aurélia. Après, moi, on va pas trop parler du passé. Là, il va falloir qu'on attaque fort sur ce sujet-là, sur ce dossier Aurélia. Et c'est un sujet, en fait, c'est un dossier qui est hyper emblématique. On peut, du coup, en trouvant des solutions avec ce dossier-là, on peut trouver des solutions pour tous les autres suicides. Parce que de mon expérience de militant anti-suicide, il y a quelques facteurs qui sont hyper emblématiques dans le suicide.
Donc déjà, on a une policière qui se suicide, une petite gamine qui se suicide. Elle est blessée en fait. Hein. C'est une policière qui est blessée, qui est en arrêt maladie, qui est dépressive, qui a déjà fait une tentative de suicide. Elle souffre de syndrome post-traumatique, hyper emblématique de la problématique de suicide, ça, les syndromes post-traumatiques. Elle s'est fait renverser pendant une course-poursuite par une camionnette, elle a été gravement blessée, ce qui fait que derrière, elle est en arrêt maladie. Et là, elle va se retrouver avec sa hiérarchie, ses collègues sur le dos pour des raisons d'arrêt maladie, parce que les autres ne peuvent pas poser, etc. On s'en fout en fait qu'elle soit blessée. Et qu'est-ce qui conduit à son suicide? Bon, elle est chez elle, elle est dépressive, elle est suicidaire, elle est malade, et on lui a laissé son arme de service. Voilà. Donc déjà là, on est sur le cas de figure. Nous, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une enquête qui soit ouverte. On est sur un cas de figure où la hiérarchie a pleinement une responsabilité. C'est schématique. Vous avez une policière qui est en arrêt maladie, dépressive, déjà suicidaire, on lui laisse son arme de service. Nous, tu as vu, quand on a diffusé la vidéo d'Aurélia, qui voulait qu'on diffuse cette vidéo avec le soutien de sa famille, etc., de sa vraie famille, qui soutenait pourquoi on diffusait la vidéo, tu as vu qu'ils ont réussi à trouver des articles pour pouvoir nous entendre. Moi, je pensais même qu'on allait finir en garde à vue, hein, comme j'ai fini pour d'autres affaires. Ils arrivent à trouver des articles. L'affaire est toujours pas classée. Hein, ils enquêtent toujours sur nous, sur cette diffusion de vidéo. En revanche, tu vois, quand il y a un hiérarque qui laisse une gamine suicidaire, blessée, chez elle avec son arme de service, là, ils n'arrivent pas à trouver d'article. Donc, je vais juste essayer de rafraîchir la mémoire à tout le monde. Il y a un article, hein, c'est l'article du Code de sécurité intérieure, c'est le 434-6. C'est les articles qu'il faudra lire sur les obligations qui incombent à l'autorité hiérarchique. Et en premier lieu, évidemment, dans un cas comme ça, la hiérarchie aurait dû lui retirer son arme. Pourquoi on n'arrive pas à faire réouvrir cette enquête, Bruno, à ton avis? C'est pas. Non, mais c'est une évidence. Alors déjà, il y a aussi le code pénal, hein, c'est-à-dire que quand on fait une telle erreur et qu'on met en danger une policière, il y a aussi le code pénal. Donc, et ça, c'est l'avocat, hein, maître Nathalie Machter, qui s'en occupe. Mais oui, une fois que je t'ai posé la question, 100% des suicidés dans la police, 100%, c'est jamais de la faute du management. C'est jamais de la faute de la hiérarchie. 100%, c'est quand même assez bizarre sur 1200 policiers ou gendarmes. Ce n'est jamais de la faute de la hiérarchie. Voilà, 100%, c'est des problèmes personnels. Ben non, ça, c'est de l'ordre de l'impossible. Donc, bien sûr qu'on est contre un mur parce qu'on a les syndicats contre nous qui ont fermé les yeux. On a forcément l'administration et celle de Darmanin qui a le plus fermé les yeux aussi. Et maintenant, et en plus, il est ministre de la Justice. Donc, mais voilà, toi et moi, on lâche pas l'affaire, surtout qu'on a Pascal, hein, la mère d'Aurélia, qui nous sollicite souvent. Je pense qu'elle en a fait forcément une affaire personnelle. Elle veut savoir ce qui s'est passé. Elle veut savoir si sa fille aurait pu être sauvée. Voilà, on essaie de lui mettre sur elle d'abord, hein, on a quand même placé en garde à vue la propre mère. Ensuite, nous, on nous poursuit, bon, ça va être classé sans suite obligatoirement puisque on n'a commis aucune infraction, justement, à la demande d'Aurélia, on a diffusé. Bruno, méfie-toi. Ils sont capables de nous poursuivre, de nous sanctionner pour nous faire taire. Voilà. Oui, non, mais ils sont incapables de faire réouvrir une enquête alors qu'on a des faits accablants, mais il faut jamais être étonné de ce qui peut arriver. Bon, en tout cas, voilà, nous, on lâche pas, comme toi et moi, on est deux pitbulls, on lâche pas, surtout, encore une fois, qu'on sait qu'on a notre bon droit et on va pouvoir sauver des vies. Donc, voilà, on va passer peut-être aux solutions, parce que toi, encore une fois, tu es vraiment le spécialiste de ça et tu as donné ta carrière et ton temps pour ça. Moi, j'arrive vraiment sur la fin et c'est vrai que j'ai été sollicité, ça fait un tapage médiatique de fou quand j'ai publié cette vidéo à la demande de la famille et à la demande de la première concernée. Donc, et c'est toi. Alors toi, tu l'avais diffusé aussi avant à la demande de la demi-sœur qui nous attaque, ce qui est quand même assez fou. Donc vas-y, donne-nous toi tes solutions et moi je te donnerai aussi ce qu'on va demander ensuite. En fait, bon, très clairement, la problématique du suicide, je la connais par cœur. Donc les solutions, elles existent. Hein, c'est un problème, il y a des solutions. Donc les solutions, elles existent. Hein, c'est pas compliqué. Déjà, il faut reprendre un petit peu à la base. Pourquoi les policiers se suicident? Parce qu'ils vont mal. Et qu'est-ce qui a été fait pour qu'ils n'aillent pas aussi mal? Donc il faut quand même savoir que on a dans la police nationale, et ça, maintenant j'ai envie qu'on reprenne espoir en ce nouveau ministre de l'Intérieur, et aussi qu'on ait espoir en ce nouveau DGPN, directeur général de la police nationale, qui regarde un petit peu en coulisses, ces gens-là, il faut leur dire, qui regardent un petit peu en coulisses, qui sont ceux qui les entourent, et ils vont s'apercevoir qu'ils ont beaucoup de planches pourries autour d'eux. Et notamment, en fait, les associations qui ont pignon sur rue, les associations qui étaient là pour faire en sorte
Et les syndicats et les associations, c'est la même chose, hein, puisqu'ils sont liés. Hein. Et puis, ce sont des délégués syndicaux qui tiennent les associations. Ces syndicats et ces associations ont pignon sur rue et détiennent tous les moyens, surtout financiers, pour trouver des solutions pour que les policiers n'aillent pas mal et pour que les policiers donc ne se suicident pas. Pour trouver des solutions, il faut savoir leur poser la question. Leur poser la question, que ce soit déjà au sein du ministère et que le DGPN demande des comptes à ceux qui les entourent là. Et ils vont s'apercevoir qu'ils ont beaucoup de gens autour d'eux en qui il ne faudrait pas avoir confiance. Parce que ça fait des années qu'on déverse des millions et des millions de subventions pour que les policiers n'aillent pas mal. Et ces millions d'euros, il faut juste leur demander où ils sont partis. Ça s'appelle ni plus ni moins, et là j'engage ma parole, hein, pas de souci, on peut m'attaquer pour diffamation. Ça s'appelle ni plus ni moins du détournement de fonds. Ça fait 5 ans que je le répète, hein, j'ai jamais été attaqué pour diffamation. Tu as vu que j'ai été attaqué pour avoir diffusé des vidéos, pour avoir mis un brassard, etc. Par contre, pour diffamation, jamais. Donc il y a bien de l'argent qui a disparu et des millions qui ont disparu. Et ils étaient destinés à faire en sorte que les policiers comme Aurélia ne se suicident pas, notamment les policiers blessés quand même, les policiers comme mon propre binôme et tous les autres policiers qui sont blessés. Si ces millions ils avaient été bien utilisés, il y aurait bien moins de policiers qui seraient suicidés. Donc il y a des gens qui ont du sang sur les mains très très proches du ministère, et il les a sous les yeux ces mecs-là, il les croise tous les jours dans les couloirs. Mais le ministre de l'Intérieur et le DGPN sont les premiers à ne pas être au courant. Mais s'il faut les mettre au courant, c'est aussi pour ça qu'il faut qu'ils nous reçoivent. Il n'y a pas intention de nuire. Ce sont des gens juste incompétents et ensuite qui veulent cacher leur incompétence tout simplement, qui ne veulent pas écouter les policiers de terrain et qui préfèrent juste faire des numéros 08 pour essayer de se. Voilà. Mais après, bon. Non, oui, c'est vrai. En fait, à la base, c'est une institution qui fonctionne comme ça depuis toujours. Et puis ces mecs-là, totalement incompétents, n'ont jamais su faire quoi que ce soit et puis n'ont jamais vraiment voulu le faire. Et puis ensuite, quand nous, on a débarqué sur le devant de la scène avec des vraies solutions, les mecs se sont dit, eux, on les laisse s'exprimer, on va s'apercevoir de notre incompétence depuis toujours, alors que nous, on reçoit des millions et des millions et qu'ils ils avaient rien, ils ont sorti des solutions. Mais c'est vrai que aujourd'hui, maintenant, ils sont pris à leur propre piège. Ça fait des années qu'ils n'ont rien fait et puis maintenant, il est trop tard. Et puis de toute façon, quand on les met autour de la table, hein, ils font des réunions. Hein, quand on les met autour de la table, ils ne trouvent pas de solution. Mais ça fait partie des solutions en fait. Il faut que le ministre de l'Intérieur, il faut que le DGPN nous reçoive, qu'on leur explique ce qui se passe exactement. Je suis un spécialiste des dossiers. Il n'y a pas de souci là-dessus, je serai implacable. Même avec les familles, parce que aujourd'hui, quand une victime, quand il y a victime, on va prendre par exemple Aboubacar qui s'est fait assassiner dans une mosquée, on reçoit la famille. Donc quand un policier se suicide, je pense qu'il serait quand même juste cohérent de recevoir la famille, d'abord, pour présenter les condoléances et de s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et s'il y a eu erreur, parce que l'erreur est humaine, qu'on sanctionne ceux qui ont fait des erreurs pour plus que ça se reproduise et que justement, qu'on fasse avancer ce combat. Donc voilà, ça serait juste légitime déjà que les familles soient reçues. Mais ce qui fait que là, de toute façon, faut rebondir là-dessus parce que ce qui fait que là, l'occasion du fait qu'on relance l'affaire d'Aurélia, c'est une occasion aussi d'appeler. Moi, je veux appeler les victimes, celles qui me connaissent, celles qui me connaissent pas, mais je veux appeler toutes les proches, toutes les familles des suicidés à se liguer en collectif, à nous rejoindre. Et ils seront les bienvenus avec nous pour aller se présenter aux institutions, etc., amener leurs témoignages. J'ai déjà amené des familles jusqu'à l'Assemblée nationale. Et il faut qu'ils soient reçus, il faut qu'ils entendent ces gens-là. Donc là, moi, je fais un appel à toutes les familles, celles qui ont déjà eu à me côtoyer, etc. Il faut nous recontacter, il faut se liguer en collectif et pouvoir remonter au combat face à ça. Et derrière, cette affaire d'Aurélia qui, elle, est en fait le cas, c'est malheureux de parler en plus on dit affaire Aurélia, etc. C'est malheureux. On pourrait dire un dossier presque. Tu as vu où on en est rendu, mais c'est que c'est un suicide emblématique, où il y a quasiment toutes les erreurs qui ont été faites, les erreurs qui mènent au suicide, et ensuite, la suite, où là, on a toutes les preuves avec une policière face caméra qui nous dit c'est à cause de ma hiérarchie, c'est à cause de la police, et on fait une enquête qui conclut c'est à cause de la famille. Voilà. Et donc, non, vous avez la propre victime, sauf que, bien sûr, à ce moment-là, comme tu l'as dit, c'était la demi-sœur qui m'avait donné la vidéo. J'avais la vidéo. À ce moment-là, personne savait que cette vidéo, elle allait pouvoir servir. Donc, ils ont fait comme d'habitude. Hop. Et là, quand on sort la vidéo, ça embête tout le monde. Sauf que oui, bien sûr, quand on sort la vidéo, on n'est pas bêtes, toi et moi. On sait ce qu'on fait. J'ai été attaqué par les Abdoulaye Kanté, par tous les délégués syndicaux, voire les profs ceux qui ont merdé. Mais la poussière sous le tapis, voilà, c'était la volonté d'abord d'Aurélia, ensuite c'était la volonté de ses parents,
Donc, donc voilà, si c'est à refaire, je le referai. D'abord pour Hmm. Aurélien et surtout d'avoir des solutions. Solution, on en a parlé juste avant, c'est donc d'être reçu par le ministre Ouais. LDGPN. Et surtout, et là, bizarrement, je vais faire, moi, vous savez tous que Jean-Luc Mélenchon, c'est pas trop mon ami. Hein, j'ai 2 procès avec lui, mais je peux vous dire que aujourd'hui, il y a que la France Insoumise qui a demandé une commission parlementaire sur les suicides dans la police. Et là, on va solliciter, nous, les députés qu'on connaît, mais aussi tous les députés de bonne volonté, de droite, de gauche, pour faire une commission parlementaire, de se dire, tiens, on va fouiller, qu'est-ce qui se passe dans la police, pourquoi il y a autant de suicides qu'ailleurs. Nous, on a pris une fois l'exemple d'Orange, hein, France Télécom qui est devenu Orange, et tous les numéros 1 ont été condamnés. Dans la police, il y a 0 condamnation, il y a que de la faute à pas de chance. Ça, c'était exactement, en fait, ça c'était le but final de ma lutte. Hein. Quand j'étais, tout le monde n'a pas forcément toujours compris, mais le but final de ma lutte, c'était déclencher une commission d'enquête parlementaire. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré autant de problèmes, parce qu'ils savaient que si j'arrivais à déclencher une commission d'enquête parlementaire, il y allait y avoir des têtes qui allaient tomber. Donc, on était à ça. Hein. On était à ça. Hein. On a travaillé avec certains députés qui, malheureusement, n'ont pas été jusqu'au bout. Hein. Moi, j'aimerais qu'ils reprennent la bataille et qu'ils aillent jusqu'au bout. La commission d'enquête parlementaire, on peut l'obtenir. Aujourd'hui, on peut l'obtenir. Si on fait une commission d'enquête parlementaire, ils vont recevoir justement tous ceux qui étaient susceptibles de lutter contre les suicides. Ils vont pouvoir étudier les budgets qu'ils ont obtenus et savoir ce qu'ils en ont fait. Derrière, en fait, ça permet de mettre un coup de pied dans l'infirmière et d'arrêter le système opaque. On a un nouveau ministre, on a un nouveau DGPN. Il faut qu'ils repartent à neuf et dire voilà, on a cette problématique. Il y a eu ça qui a été fait avant. Le passé, c'est le passé. Il faut condamner ceux qui ont agi comme ça. Et ensuite, on repart sur des bases nouvelles et avec des protocoles et des process nouveaux pour lutter contre le suicide. Donc ça, la commission d'enquête, c'est le point final. Et je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent. Et là, je parle beaucoup aux familles de victimes. Les familles de victimes, moi, je les ai côtoyées. Elles sont décimées parce que c'est des familles qui pensent ne jamais obtenir la vérité, jamais obtenir la justice. Moi, je vous le dis clairement, s'il y a une commission d'enquête parlementaire qui est menée, il y a largement une chance qu'ils obtiennent enfin la vérité sur les morts de leurs proches. Allez, super. Je t'embrasse, Cédric. À très vite. Bye. Allez, bon courage, merci. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, nous avons besoin de dons et d'aide pour pouvoir aider d'autres policiers aussi, d'autres familles de policiers qui n'ont pas de réponse au suicide de leur enfant. Comme je vous l'ai dit, la vidéo d'Aurélia fait tâche au ministère de l'Intérieur, puisque pour la première fois, on accuse face caméra et pourtant l'affaire est classée. Donc on compte vraiment sur vos dons, sur votre aide, sur touchepasamonflic.com. Je vous demande aussi de partager cette vidéo. Il faut qu'elle fasse son chemin et que ça bouge. Nous, on travaille encore une fois avec des députés, je vous dis, avec pas mal de monde. Et on espère enfin qu'on trouvera des solutions à ces suicides dans la police. Voilà, je vous remercie et à très bientôt.